Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un livre que j'ai trouvé profondément intéressant parce qu'il parle de quelque chose qu'on vit tous les jours, sans forcément s'en rendre compte. Ce livre, c'est Influence de Robert Cialdini. Et ce qu'il essaye de montrer, au fond, c'est une chose très simple. Nous aimons croire que nous décidons librement, rationnellement, consciemment, mais en réalité, une grande partie de nos décisions repose sur des mécanismes automatiques, des réflexes, des raccourcis mentaux, des schémas presque invisibles, et le plus troublant, c'est que ces mécanismes peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi être activés, utilisés, parfois exploités. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il ne dit pas seulement voilà comment influencer les autres, il dit aussi voilà comment toi, moi, nous tous, nous sommes influencés en permanence. Et à partir du moment où on le comprend, on commence à regarder le monde autrement. On commence à voir certaines interactions différemment, certaines ventes, certaines conversations, certaines demandes et même certains de nos choix qui sont propres à nous. L'idée centrale du livre. L'idée centrale du livre repose sur quelque chose de très humain. Notre cerveau ne peut pas analyser profondément chaque situation, chaque offre, chaque demande, chaque personne, à chaque instant. Ce serait impossible. Donc, pour fonctionner, il utilise des raccourcis. Il simplifie, il automatise, il repère des signaux et il se dit, en quelque sorte, quand je vois ça, alors je peux probablement répondre comme ça. Par exemple, si beaucoup de gens choisissent quelque chose, c'est sans doute une bonne option. Si personne n'a l'air experte, je peux probablement lui faire confiance. Si quelque chose devient rare, c'est peut-être précieux. Si quelqu'un me donne quelque chose, je me sens naturellement poussée à rendre. Et dans énormément de cas, ces raccourcis sont utiles. Ils nous font gagner du temps. Ils nous évitent de repartir de zéro à chaque décision. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on sait que ces raccourcis existent, on peut aussi apprendre à les déclencher. Et c'est là que l'influence commence. Ce qui rend ce livre fort, c'est que Cialdini ne parle pas juste depuis une théorie abstraite. Il a observé des vendeurs, des professionnels du marketing, des collecteurs de dons, des commerciaux, des gens qui, dans la pratique, arrivent à obtenir des oui. Et il s'est posé une question très simple. Qu'est-ce qui fait que les gens disent oui? Pas dans l'idéal, pas dans un monde rationnel, mais dans un monde réel, dans la vie quotidienne. Dans des contextes où l'on est fatigué, pressé, distrait, ému, rassuré, flatté, pressé par le temps ou simplement un peu inattentif. Et ce qu'il montre, c'est que beaucoup de nos réponses ne viennent pas d'une réflexion profonde. Elles viennent souvent d'un déclencheur automatique. Le premier grand principe du livre, c'est la réciprocité. C'est probablement l'un des plus puissants parce qu'il est profondément ancré en nous. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, nous ressentons souvent une pression intérieure, parfois légère, parfois forte, de rendre quelque chose en retour. Ce peut être un cadeau, une attention, un service,
un geste, et même si nous n'avons rien demandé, une dette psychologique peut apparaître. C'est presque automatique. On a du mal à recevoir sans rendre. Et dans une société, ce mécanisme a une utilité réelle. Il permet la coopération, l'entraide, le lien social, mais il peut aussi être utilisé. Cialdini montre par exemple que lorsqu'on offre quelque chose, même une toute petite chose, les gens deviennent plus enclins à accepter ensuite une demande. Et c'est logique, parce qu'ils ne répondent plus seulement à la demande, ils répondent aussi au sentiment d'obligation créé avant. On le voit partout. Les échantillons gratuits, les petites attentions commerciales, les cadeaux promotionnels, les gestes qui, en apparence, semblent désintéressés, mais qui parfois ont surtout pour but d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Et le point important ici, ce n'est pas de devenir méfiant envers toute générosité, c'est simplement de voir que recevoir crée souvent un mouvement intérieur et que ce mouvement peut influencer notre liberté de réponse. Passons maintenant au deuxième principe, qui est aussi très très fort. C'est le besoin de cohérence. Une fois qu'on dit oui à quelque chose, même petit, on veut souvent rester cohérent avec cette première position. Une fois qu'on s'est présenté d'une certaine façon, on veut continuer à agir de façon compatible avec cette image. On veut être cohérent avec nos paroles, avec nos engagements, avec ce qu'on a déjà commencé. Et c'est là qu'intervient une technique classique. Obtenir un petit oui pour préparer un plus grand oui ensuite. Si quelqu'un accepte une petite demande, il devient plus probable qu'il accepte une demande plus importante après. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, quelque chose s'est installé. Une image de soi de je suis quelqu'un qui aide, je suis quelqu'un qui soutient cette cause, je suis quelqu'un qui est d'accord avec cette direction. Et ensuite, pour rester cohérent avec cette image, on continue. Parfois, sans reconsidérer à nouveau la situation de manière totalement libre. C'est très humain. Nous n'aimons pas trop l'idée de nous contredire. Nous aimons sentir une continuité en nous. Et ce désir de cohérence est utile. Mais lui aussi peut être activé. Le troisième principe est probablement l'un des plus visibles aujourd'hui, la preuve sociale. C'est l'idée que lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire, on regarde ce que font les autres. Et on en déduit que leur comportement nous indique ce qui est juste, raisonnable, normal ou désirable. Si tout le monde va dans ce restaurant, il doit être bon. Si ce produit a énormément d'avis, il doit être fiable. Si une vidéo a des millions de vues, elle doit avoir de la valeur. Si beaucoup de personnes choisissent une option, elle doit probablement être la bonne. Ce mécanisme est particulièrement puissant quand on est dans l'incertitude. Plus on est hésitant, plus on regarde autour de nous. Plus on manque d'informations, plus la foule devient une réponse. Et dans le fond, c'est compréhensible. Observer les autres fait partie de notre apprentissage. Mais attention, ça devient dangereux quand on confond popularité et vérité, nombre et valeur, visibilité et qualité. Aujourd'hui, avec les réseaux, ce principe est partout. Les likes, les vues, les abonnés, les notes, les commentaires, les badges, les témoignages, tout cela active en nous l'idée que si beaucoup de gens suivent, c'est probablement digne d'intérêt. Et parfois, oui, mais pas toujours. Le quatrième principe, c'est l'autorité.
Nous sommes naturellement plus enclins à écouter, croire ou suivre quelqu'un qui nous semble légitime, compétent, expérimenté ou reconnu. Cela peut venir d'un titre, d'un uniforme, d'une manière de parler, d'un statut, d'une réputation ou même simplement d'une apparence d'expertise. Et là encore, ce mécanisme n'est pas absurde. Dans un monde complexe, nous ne pouvons pas tout vérifier nous-mêmes. Nous devons parfois faire confiance à des personnes qui en savent plus que nous sur un sujet. Le problème apparaît quand le signal d'autorité remplace totalement le discernement. Quand on cesse de vérifier parce qu'on a vu un costume, un diplôme, un ton sûr ou une mise en scène crédible. Cialdini montre que l'apparence de l'autorité suffit parfois à déclencher l'obéissance. Et ça interroge profondément. Parce que cela veut dire qu'on ne répond pas seulement au vrai savoir, on répond aussi à ces symboles. Le cinquième principe est plus doux en apparence, mais extrêmement puissant. On dit plus facilement oui aux gens qu'on aime, à ceux qu'on trouve sympathiques, à ceux qui nous ressemblent, à ceux qui nous flattent, à ceux qui créent un lien facile, à ceux avec qui on se sent bien, et ce n'est pas surprenant. L'affect influence le jugement. La chaleur relationnelle baisse la vigilance. La familiarité rassure, le compliment ouvre et la ressemblance rapproche. C'est pour ça que tant de stratégies d'influence ne commencent pas par l'argument. Elles commencent par le lien. Elles créent d'abord une atmosphère favorable, une empathie, une proximité, une impression de confiance. Et ensuite, la demande passe mieux. Là encore, la leçon n'est pas « méfions-nous de toute personne agréable ». La leçon c'est « le fait d'aimer quelqu'un ne garantit pas que ce qu'il propose est bon pour nous ». Le sixième principe, c'est un grand principe, c'est la rareté. Quand quelque chose devient rare, limité, difficile d'accès, nous avons tendance à le valoriser davantage. Non seulement parce que la rareté peut être un signal de valeur, mais aussi parce que nous n'aimons pas perdre des possibilités. Qu'une opportunité paraît se refermer, elle devient émotionnellement plus intense. On ne veut pas manquer, on ne veut pas rater, on ne veut pas arriver après. C'est pour cela que tant de messages utilisent l'urgence. Dernière chance, plus que 2 places, offre limitée, fin ce soir, quantité restreinte. Tout cela ne vise pas seulement à informer, cela vise à accélérer la décision avant la réflexion. La rareté agit fort parce qu'elle transforme une évaluation calme en réaction émotionnelle. On ne se demande plus seulement « est-ce que j'en ai besoin ?» On se demande aussi « et si je la perdais ?» Et parmi toutes les expériences qui illustrent ces mécanismes, il y en a une que je trouve particulièrement fascinante parce qu'elle montre à quel point une petite forme peut suffire à déclencher une réponse automatique. C'est l'expérience célèbre de la photocopieuse. Le principe était simple. Une personne s'approche d'une file d'attente devant une photocopieuse et demande « Est-ce que je peux passer devant vous ?» sans raison particulière. Dans ce cas, un certain nombre de personnes refusent, ce qui est normal. La demande est claire, mais elle n'a pas de justification. Ensuite, on change légèrement la formulation. On dit
Est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai 5 pages à photocopier? Et là, beaucoup plus de personnes acceptent. Jusque-là, rien de surprenant. Il y a une raison. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la troisième version. La personne dit: est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai besoin de faire des photocopies? Et là encore, beaucoup de gens acceptent. Pourtant, si on y réfléchit vraiment, la raison ne dit presque rien. Elle ne justifie pas réellement le passe-droit. Elle reformule simplement la situation. Et pourtant, le mot parce que, le fait qu'une structure d'explication soit présente, semble suffire à activer une réponse plus automatique. Et ça, je trouve que c'est une image très forte de ce que dit le livre. Parfois, nous ne répondons pas au fond, nous répondons à un signal, à une forme, à une apparence de logique, à un déclencheur qui donne au cerveau la permission de ne pas approfondir. Et si on commence à voir ça, on comprend mieux beaucoup de choses. Pourquoi certaines formulations marchent, pourquoi certains discours paraissent convaincants sans être solides, pourquoi certaines demandes passent mieux simplement parce qu'elles ressemblent à quelque chose de rationnel. Au fond, ce livre ne dit pas simplement que les gens sont faciles à manipuler. Ce serait trop simple et assez méprisant. Ce qu'il dit plutôt, c'est que nous sommes des êtres humains qui vivent dans un monde trop rapide, trop dense, trop complexe pour être analysé en permanence à pleine conscience. Alors, nous développons des raccourcis. Et ces raccourcis sont utiles. Mais ils nous rendent aussi influençables. C'est une vision plus humble de la décision humaine. Pas une vision cynique, forcément. Une vision lucide. Elle nous invite à voir que notre liberté n'est pas absolue. Elle dépend aussi de notre niveau d'attention, de notre capacité à ralentir, à reconnaître les mécanismes et à mettre un peu de conscience là où, souvent, tout se passe vite. Et c'est là que le livre devient vraiment intéressant. Parce qu'il ne sert pas seulement à comprendre le marketing ou la vente, il sert à comprendre nos vies. Pourquoi on accepte des choses qu'on n'avait pas vraiment envie d'accepter? Pourquoi certaines personnes nous convainquent plus facilement que d'autres? Pourquoi certaines offres nous attirent alors qu'en réalité, elles ne nous correspondent même pas? Et pourquoi certaines décisions prises sur le moment nous paraissent ensuite étranges? Il nous aide aussi à voir que l'influence n'est pas toujours malveillante. Influencer, ce n'est pas forcément manipuler. Un parent influence un enfant, un professeur influence ses élèves, un ami influence notre vision d'une situation. Une personne calme peut influencer l'ambiance d'une pièce entière. La question n'est donc pas seulement y a-t-il influence? La question est: de quelle nature est-elle? Dans quel sens agit-elle? Et à quel point en sommes-nous conscients? Je pense que la vraie richesse de ce livre, ce n'est pas de nous apprendre des techniques, c'est de nous réveiller, de nous faire prendre conscience de quelque chose de très subtil. Entre ce qui nous arrive et la façon dont nous répondons, il y a parfois moins de liberté qu'on l'imagine. Mais justement, en voyant cela, on peut recréer un espace pour se demander: pourquoi est-ce que je dis oui? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis convaincue par le fond ou simplement touchée par la forme? Est-ce que je choisis ou est-ce que je réagis? Et ce sont des questions précieuses parce qu'elles ne nous rendent pas froids. Elles nous rendent présents.
Maintenant, si je devais résumer ce que ce livre m'a laissé, je dirais ceci. Beaucoup de choses influencent nos décisions avant même que nous ayons l'impression de choisir. Et apprendre à voir cela, ce n'est pas devenir paranoïaque. Ce n'est pas non plus se couper du monde. C'est simplement devenir un peu plus conscient. Plus conscient de ce qui nous touche, plus conscient de ce qui nous pousse, plus conscient de ce qui nous fait dire oui. Et dans cette conscience, il y a quelque chose de précieux. Il y a un peu plus de liberté, un peu plus de recul, un peu plus de vérité. Et peut-être qu'au fond, c'est ça que ce livre nous offre. Non pas le pouvoir de contrôler les autres, mais la possibilité de mieux nous observer nous-mêmes. Et merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Et j'aimerais te laisser avec une petite question cadeau. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oui à quelque chose et quelques heures plus tard, te demander pourquoi tu avais accepté? Si oui, dis-le moi en commentaire. Peut-être que maintenant, tu comprends un peu mieux ce qui s'est joué à ce moment-là.